pour Affectio, qui est toujours derrière les barreaux, injustement arrêté, qui subit la loi du plus fort. Et une pensée pour le jeune comédien Tayo aussi, qui est derrière les barreaux. Et tous ces gens-là, nous ne devons pas les oublier parce que derrière ces gens-là, il y a des familles, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des proches. On ne peut pas oublier Madame Niakade, je vous l'avais dit dans le live de la semaine, qu'elle a entamé une grève de la faim le 27 juillet dernier pour protester contre ces conditions de détention. Et j'ai eu à vous décrire ces conditions de détention. Ce sont des conditions assez abominables. C'est une séquestration et une mise à mort de cette dame-là. Et ce que je ne comprends pas dans tout ce qui se passe, particulièrement pour le cas de Niakade, je ne peux pas comprendre qu'un homme comme Faure Gnassingbé puisse être en palabre avec une femme jusqu'à ce point. Les femmes, on les aime telles qu'elles sont, mais qu'un homme puisse être aussi méchant à l'endroit d'une femme qui lui a d'ailleurs fait un enfant, juste parce que cette femme a osé critiquer sa gouvernance et lui a demandé publiquement de rendre le tablier pour donner une nouvelle ère à ce pays-là, et qu'on jette cette femme en prison, qu'on la traite comme ça, finalement on se pose la question, qui parmi les Togolais ou les femmes togolaises que Faure Gnassingbé respecte, parce que elle le connaît, ils ont eu à vivre ensemble, et donc si un homme, on dit souvent que les hommes ne font pas de problèmes avec les femmes, faire de se quereller avec une femme tout le temps, être en guerre avec une femme tout le temps, vous n'êtes pas un homme. Un homme, il entend des choses, il écoute et puis il passe à autre chose. S'il a des reproches à faire, il fait les reproches et puis il passe à autre chose. Mais que vous mettiez, comment appelle-t-on, en prison une femme, mais que vous la séquestrez dans les conditions inhumaines, sachant qu'il y a un enfant au milieu de vous, il y a d'autres enfants qui sont aussi là, il y a de la famille, il y a quand même des questions légitimes à se poser sur la mentalité de la personne qui jette la femme en prison. Il y a quand même on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tous les cris de cœur, je sais pas, tous les cris de cœur, l'homme est impassible. Il ne bouge pas, il ne dit rien, il est tranquille. C'est quand même incroyable. Donc, cette deuxième vidéo pour penser à tous ces compatriotes-là qui sont derrière les barreaux et qui ne sont pas libres de leur mouvement à cause de la volonté d'un individu qui pense que tous les Togolais sont ses sujets et qu'il dispose du droit de vie et de mort sur nos personnes. Et que c'est lui qui décide qui doit vivre, qui ne doit pas vivre, qui doit manger, qui ne doit pas manger, qui a droit à tel poste, qui n'a pas droit à tel poste. C'est quand même incroyable. Donc, une pensée à tous ces gens-là, à leurs proches et à leur famille. Donc, sur ces deux vidéos assez instructives que j'ai voulu présenter ici avant le fond même du débat, avant le fond de notre live. Et comme je le disais tantôt, une pensée pour tous ces gens-là. En tout cas, jusqu'à ce que ce live ne commence, je n'ai pas appris que Mme Niakade ait mis fin à sa grève de la faim. Ça veut dire qu'elle continue, quoi qu'il advienne. Elle a 64 ans. Si demain quelque chose lui arrive en son lieu de détention, je pense que chacun aura tiré les conclusions de ce qui se passe. Ensuite, la semaine qui vient de se terminer, les Togolais, en tout cas certains Togolais, sont toujours confrontés à la question du délestage. Là aussi, ce sont c'est le visage où ce sont les indicateurs de l'échec de la gouvernance de Faure Gnassingbé depuis 2005. Il nous avait abreuvé de discours comme quoi le Togo va se doter d'une autonomie énergétique, tout va être réglé, on a fait des investissements, on allait faire des prêts auprès des partenaires, des milliards qu'on a engloutis dans des projets foireux qui n'ont absolument rien donné. Et aujourd'hui, on continue de dépendre de nos voisins, le Nigeria en partie, en grande partie d'ailleurs, où on ne paye pas. On ne paye pas nos factures de façon régulière auprès du Nigeria. Et ensuite le Ghana. Et la dernière fois, on nous a fait comprendre qu'il y a eu un petit souci avec Akosombo. Et donc, il y aura une rationalisation de la distribution de l'électricité. Et justement, la préfecture de Dagny, voilà, Dai, comme on l'appelle, s'est retrouvée pendant une semaine sans électricité. Vous imaginez, pendant une semaine. Bon, ça c'est une image d'illustration qu'on vous montre. Ce n'est pas une image de Dagny, mais c'est une image d'illustration. Donc toute la semaine,
peut-être que c'est réglé maintenant, mais toute la semaine passée, on a fait un article là-dessus. Il n'y a pas eu d'électricité à Daï. Donc, les gens étaient privés d'électricité, les téléphones ne pouvaient pas fonctionner, tout. Genre, ils étaient coupés du monde, quoi. Vous imaginez que ce bout de pays-là, le Togo, un bout de pays, ça dit, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une région, le Togo c'est une région de la Côte d'Ivoire, au Cameroun c'est une région, ce bout de pays-là, depuis 66 ans que nous sommes indépendants, on n'est pas capable de faire parvenir l'électricité dans tous les villages et d'en assurer la livraison permanente. Il y a des localités où les gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y a des localités au Togo, ce petit bout de pays-là, les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Nous sommes en 2026, 66 ans après les indépendances. Il y a des localités dans ce petit Togo-là, il y a des villages, même des localités qui dépassent la taille de village, où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Vous imaginez? Vous imaginez? Les Togo vitu qui ont les poids, Togo vitu qui ont les poids, les copéroméens, à mon audio, aussi, au coup, on peut, les trucs qui portent. On peut pas. Et ils n'ont jamais vu l'électricité. On peut pas. Ce petit bout de pays, c'est-à-dire, si on était un pays aussi vaste que le Niger, le Mali, on peut comprendre. Si on était vaste comme le Nigeria, comme le Soudan, comme je ne sais quoi, la RDC, on peut comprendre. Ce bout de pays, c'est un bout de pays. Hein. Les gens sont dans ce pays, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Et vous avez des gens qui défendent un système comme ça. Le barrage de Kwime a été fait juste après les indépendances, ou avant même les indépendances. Je pense que c'est en 58, 59, comme ça, avec l'appui de la Yougoslavie. Quand le président Tito était venu au Togo et allé jusqu'à Kpalimé, les images sont là. Vous pouvez voir les images sur Visionnet TG Point au Togo, qui exhume beaucoup d'archives. Et donc, vous allez voir quand Tito est arrivé, il est arrivé à Kpalimé, tout ça. Ce barrage de Kwime, on aurait pu l'exploiter autrement, qu'on aurait pu dégager quelques kilowattheures ou mégas, je ne sais pas comment vous les appelez, pour un peu alimenter Daï. Parce que c'est un barrage qu'on a abandonné, même si ça continue de produire un peu d'électricité, on n'entretient pas. Alors que quand vous prenez, comment vous appelez ça, la cascade de Kwime, en fait, le barrage est en hauteur. Et donc, si on entretient bien l'eau qui arrive dans cette cuvette-là, et qu'on fait tourner les turbines, ou on en crée une autre beaucoup plus en bas, on va avoir encore plus d'électricité. Mais le barrage de Kwime, c'est pas Kwime, la cascade de Kwime, on va voir son entrée. Voilà la cascade de Kwime. Cascade de Kwime, entrée à Ewan. Nous sommes à Kpalimé. C'est un lieu touristique. Hein. C'est la cascade de Kwime, ça. C'est son entrée. Et donc les gars qui perçoivent l'argent ici, comme le ministre de la Culture, qui fait les fausses factures pour détourner tantôt 10 millions, tantôt 30 millions, des millions au ministère de la Culture, ces gens-là, ils ne se sont pas foutus de bitumer cette petite voie qui va à la cascade pour que les touristes, quand ils viennent, soient plus à l'aise et que la cascade rapporte plus d'argent. C'est l'entrée de la cascade, ça, la cascade de Kwime. On vous dira, oui, il y a une grande cascade à Kwime, il y en a à Wome, il y en a à Suruku, il y en a à Kloa. Mais quand vous allez de l'autre côté, dans la Volta Ridge, au Ghana, toutes les voies qui mènent aux cascades sont goudronnées, entretenues. Beaucoup de voies qui arrivent dans les villages sont entretenues pour pouvoir permettre aux touristes d'arriver. Mais ça, c'est la cascade de Kwime, ça. Et d'accord, le Djolifuna, au matin pavé, entrer dans la cascade à Domon, soit à Gomé, ça ne fait pas 1 kilomètre, à ce que je sache. Hein? Ils ne sont pas capables de prendre un peu d'argent qu'ils volent au ministère du Tourisme pour aménager, ne serait-ce que paver cette rue qui mène à la cascade, pour rendre l'endroit plus ou moins fréquentable. Au moins, quand les touristes vont venir, ils vont dire, ah, l'entrée de la cascade, ils ont mis un gars là-bas qui est assis sur une table, c'est lui qui prend l'argent chez les piétons. L'autre, c'est lui qui tire la corde pour les voitures. Donc, c'est devenu un poste de péage. Donc, pour rentrer dans le domaine de la cascade, si tu es piéton, tu donnes. Si tu es voiture, tu donnes. Mais l'argent qu'ils prennent là, ils ne peuvent même pas l'utiliser pour aménager les voies d'accès. Mais vous avez un ministère du tourisme. Hein? Le seul endroit où vous voyez le ministre du tourisme, c'est dans les concerts. Même
même il n'y a pas de salle dans le pays. Les salles de concert, il n'y en a pas. Mais il est dans les concerts en train d'agiter les foulards, Takouvi. C'est tout. Aucune conception, aucune réflexion. Ils sont là, c'est de voler l'argent. Ils me mettent cascade, hein. Non, ils mettent les foulards. Ah, la mairie aussi prend, les gens mettent dans la poche. La préfecture prend, ils mettent dans la poche. Le ministère aussi prend, ils mettent dans la poche. Personne n'a eu l'idée de dire, attendez, c'est quand même la cascade de Pimé. On n'en parle il y a des années. On va au moins paver la rue qui mène au pied de la montagne. Au moins quand les touristes vont venir, on met quelques petites images à côté de la rue, on plante des arbres, on met des tableaux d'exposition. Au moins quand les touristes passent, ils voient les tableaux des artistes. Aucune idée. Rien du tout. Comment est-ce qu'on va organiser des fausses factures avec les DAF dans les ministères pour voler 5 millions, 10 millions? Comment on va organiser des fausses foires à Madrid, envoyer des délégations pour soutirer de l'argent? C'est dans ça ils sont. Donc, nos frères de Dany, beaucoup de courage. J'espère que l'électricité est revenue chez vous. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bon, pendant les campagnes, c'est vous qui dansez, vous jouez, vous tournez les fesses, que c'est unir qui avance. Voilà les résultats. On avance. Il y a quoi encore? Voilà. Quand on parle de ces choses-là, on va parler aussi un peu agriculture. Maintenant, les Chinois inondent notre marché de gingembre. On va regarder la vidéo. Ça, c'est des cargaisons de gingembre que les Chinois envoient sur le marché togolais. Et ça arrive, c'est des cargaisons qui arrivent par bateau. Et voilà un pays dont on nous dit qu'on a investi beaucoup d'argent dans l'agriculture, qu'on a fait des zones d'agriculture, comment ils appellent ces zones agricoles aménagées ou quelque chose comme ça, ZAP, ou je sais pas, ils racontent des conneries là. Voilà, quand on a les zones d'agriculture, on a ci, on a ça. Même doté, ça dit gingembre, doté, c'est les Chinois. Les Chinois ont déjà pris tout dans le pays. Ils ont pris le commerce des pagnes. Ils ont pris le commerce de tout ce qui est ustensile, tout. Maintenant, ils envoient du gingembre dans notre pays. La Hollande envoie les oignons chez nous. Ça voulait beaucoup de koemi plena, beaucoup de plena lomea. Mission n'avait Sahel, mais comme ça, non. Beaucoup de choses et nous et Hollande. La Hollande envoie des oignons au Togo. Pour ceux qui ne le savent pas, allez au port autonome, vous allez voir des oignons qui viennent de la Hollande. Et donc, les milliards qu'on a mis dans l'agriculture, on n'est même pas capable, pour ce petit pays, de produire du gingembre suffisant pour la population. Maintenant, c'est la Chine qui nous envoie du gingembre. Maintenant, le gingembre qui vient de la Chine, qui sait dans quelles conditions ils ont cultivé ça? Est-ce qu'il y a les pesticides, ou bien comment les appeler, dedans? Est-ce qu'il y a des choses dedans? Personne ne sait. Donc, ils arrivent, ils inondent le marché, pendant que chez nous, il y a des gens qui ont bloqué les terres. Je reviendrai sur le foncier tout à l'heure. Les gens ont bloqué les terres. Ils ne font rien avec les terres. Ils ont acheté 500 hectares, 800 hectares, 1000 hectares, 1500 hectares. Et ils ont planté des tecs. Quand tu prends la nationale numéro 1 pour aller dans la région un peu plus vers le nord, tu n'as que des champs de tecs. Et les gens disent, oui, c'est pour moi. J'ai 100 hectares de tecs, 200 hectares de tecs. Et ils ont bloqué les terres. Ils empêchent même les paysans, même ceux qui leur ont vendu les terres, de cultiver sur ces terres-là. Ils ont bloqué les terres parce qu'ils se sont fait beaucoup d'argent et ne savent pas quoi faire avec leur argent. Donc, ils achètent les terres, ils bloquent les terres et maintenant, les paysans ne peuvent plus cultiver. Donc, les gens vont chercher le gingembre en Chine, les gens vont chercher les pics en Chine, les gens vont chercher du tilapia en Chine, les gens vont chercher je ne sais quoi en Chine pour venir nourrir les Togolais. Les gens vont chercher les oignons en Hollande. Voilà à quoi notre pays ressemble. Voilà la réalité de notre pays. Les gens vont chercher du poulet au Brésil. Voilà à quoi ressemble notre pays. Et pendant ce temps, on vous dit qu'il y a un ministère de l'agriculture, on a investi des milliards, on fait des trucs agricoles tout le temps et aucun résultat. C'est une vidéo que j'ai voulu partager avec vous. On continue. J'ai parlé la dernière fois de l'insalubrité dans la ville de Lomé. C'est quelque chose de connu que le pays est sale, en commençant par la capitale. Lomé est tellement sale, tout est défectueux à Lomé. Tout est défectueux. Les routes sont défectueuses. Il y a des routes qui sont abandonnées, qui sont en situation
d'abandon depuis des années, que personne n'ose arranger. L'avenue des champs de course, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a une rue qui part du feu rouge de Badago, qui va vers Hankopé, et qui est totalement dégradée. Depuis des années, il y a des trous partout. La rue principale qui traverse Badago, à partir du feu tricolore. Cette rue est totalement dégradée. Je ne sais pas si c'est l'avenue des champs de course, je ne sais pas comment on l'appelle. Totalement dégradée. Et elle est là-bas depuis des années. Il n'y a personne pour réparer cette route-là. Les gens, les voitures tombent dedans, les motos tombent dedans. Les gens, quand il pleut, c'est la catastrophe. Personne. C'est comme le pays est totalement à l'abandon. Donc, les feux tricolores ne fonctionnent pas à Lomé. C'est ça la ville de Lomé. La plupart des feux tricolores ne fonctionnent pas dans la ville de Lomé. Les lampadaires ne fonctionnent pas sur les grandes rues. Et il y a des accidents partout, surtout sur le contournement. La nouvelle route de Bomache-Tazido-Gomé, la route qui va à Ségbé. Toutes ces lampadaires ne fonctionnent pas. Donc la nuit, il faut être un zoro pour conduire. Donc les gens font des accidents tous les jours. Les gens meurent pour rien du tout. Les feux tricolores dans toute la ville de Lomé ne fonctionnent pas. On se pose la question, s'il y a les mairies dans cette ville-là, et leur seule préoccupation, c'est d'aller casser les gens qui sont à la plage. Le 30 août, ou c'est pas le 31 août, ils veulent aller casser toutes les boutiques qui sont à la plage. Et pourtant, c'est eux qui ont donné l'autorisation aux gens de s'installer à la plage. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore à Lomé, quand les gens voulaient s'installer à la plage là-bas, il fallait aller au ministère de l'administration territoriale pour prendre l'autorisation. Parfois, c'était 1,5 million. Et comme c'était le moment où tout le monde s'installait à la plage, les gens mettaient leur bar, c'était devenu une querelle. C'était au temps de Boupessi. Et c'est le ministère de l'administration qui donnait les autorisations à 1,5 million, parfois 2 millions, pour s'installer à la plage. Aujourd'hui, ils veulent aller casser les gens à la plage. Ils n'ont pas encore réglé les problèmes de feu tricolore, les routes, les lampadaires qui ne fonctionnent pas. Mais ils veulent aller casser les gens qui sont à la plage, sous prétexte que le gouvernement a besoin de la plage pour des projets. On ne sait pas quels projets ils ont. Ils avaient déjà cassé, comment vous appelez ça, les conteneurs un peu partout, depuis le marché d'Agoué jusque dans le quartier de Bain. Ils ont fait quelque chose? Ils n'ont rien fait. Au compte bambou conteneur les gapoto me coûtent sur quelqu'un Agoué va si quelqu'un va coro et noir et bébéa et zoro barre fou coûte. Oh on est les fous là. Oh on est les fous là, ils n'ont rien fait. Ils font avec bambou ko la kuta. Voilà amoko la kuta avec beaucoup de odo gaé. So on va les barre les fous. Oh on les fous. Et c'est avec ça que eux aussi il faut tourner un peu l'économie, puisque vous avez bloqué l'argent dans vos maisons. C'est les petites activités là que les gens ont dans les quartiers qui font que l'argent circule encore un peu. Mais c'est ça qui fait circuler l'argent dans le pays. Et vous êtes là à casser tout sans donner aucune solution aux populations. Donc le 31 là, ceux qui sont à la plage côté ministère depuis Santa Maria jusqu'au fond là, ils vont venir casser tout ça. Vous aussi, quand on parlait, vous dites, mais on a politique. Bon, il y a un tu as dit, il y a un tu as 5 bédians d'agneau. Il n'y avait pas là, il y avait pas là, il y avait investissement, il y avait pas. Et on est tout arrivé, et du amou les nions, et du agblé, il n'y a pas de niatité. Ni nous, les didina, il y a bon, nous, à dire, il y avait non, il y avait dans la politique. Mais on m'a dit dans la politique, il y avait baro. Politiciens, il y avait baro. C'est le gouvernement, c'est la politique qui viendra casser vos bars. Maintenant, vous interpellez les gens. Ah, il faut parler de ça, il faut nous aider. Mais comment on marche, on peut mieux. Maintenant, là, c'est chaud pour tout le monde. C'est chaud pour tout le monde. Et certainement qu'ils ont déjà vendu une partie de cette plage à des gens. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais sous les tagos maintenant, on va nyami. Parce que à plus tard, les Français. Amérique comme dire le funa pourri nya we va dire funa ro mi pour funa ye mi o mi abe baro ya mo ba na funa fi o ja ba gba funa susure le tago mi na we susure le wasi. Voilà, ils ont une idée derrière la tête. Donc au lieu que a fond les nyaro comme nous on les blobé Togo les nyons. Quand on dit que le Togo est mal gouverné, le Togo ne marche pas. Vous êtes là, vous dites oui, moi je trouve pour moi hein, c'est bon. Moi dès que je trouve pour la journée c'est bon. Même pour la journée tu vas pas trouver. Donc voilà. Alors donc quand on parle de l'insalubrité de la ville de Lomé, les gens disent oui, parfois on exagère. Non, la dernière fois j'ai dit, ce n'est pas le rôle des ministres chaque fin du mois d'aller balayer les rues. Ce n'est pas le rôle des maires chaque fin du mois d'aller balayer des rues. Sous prétexte qu'on est en train de faire, comment on appelle ça, ville propre. Et du normal, mais dirigeant, depuis qu'on va dans ville propre, le dirigeant, il crée
les conditions pour que les services techniques travaillent et que les gens ramassent les ordures. Les Togolais payent pour qu'on ramasse les ordures devant leur maison. Aujourd'hui, personne ne peut me convaincre que les ordures que les gens produisent, les Togolais ne payent pas pour leur ramassage. Alors, les gens payent pour le ramassage des ordures, vrai ou faux? Dans toutes les maisons, en tout cas, moi, chez moi, je paye pour qu'on vienne ramasser les ordures. Les gens payent pour qu'on vienne ramasser les ordures. Et donc, c'est à l'État, au gouvernement, de créer les conditions pour que les services appropriés viennent ramasser les ordures en temps réel. Il faut mettre des bacs d'ordures dans les quartiers pour qu'on vienne ramasser les ordures. Parce que les gens payent pour ça. Les gens payent dans les maisons. Les gens ont même des problèmes avec les propriétaires et ceux qui louent les maisons là, dans cette histoire de gestion d'ordures. Les gens payent pour ça. Donc, d'où vient que un maire, un ministre, chaque fin du mois, ils vont se lever pour dire que oui, on fait ville propre. Regardons ce qui se passe dans la ville. Marché de tortilles. Vidéo prise il y a quelques heures. Marché de tortilles. Tortilles Massiaméwan. Ici, nous sommes à Tortilles. Vous voyez la rue qui passe devant le marché et qui passe à côté de l'église catholique, je ne sais pas, je pense. Vous voyez les ordures dans le marché et à côté, on vend de la nourriture et il y a des habitations qui sont en face. Laissons la vidéo circuler technique, la vidéo elle-même. Tortilles Massiaméwan. C'est la rue ça, hein? Le marché de tortilles. Ils ne se sont même pas foutus de bitumer la rue ou de mettre les pavés. Et donc, ça c'est l'un des accès au marché de tortilles. Regardez comment c'est sale. Regardez dans quoi les gens vivent. Que les gens vendent à côté. Les gens sont là-bas. Et les ordures, ça parfume tout le quartier. Les ordures parfument tout le quartier. Même il faut, alors je vous parle là, si vous allez là-bas, alors je vous parle là, c'est tout le quartier, tous ceux qui sont dans le périmètre, jusqu'au niveau de l'église là, ils sont parfumés par ces ordures là. Et ça ne dit rien à personne. C'est l'état de la ville de Lomé ça. Dans presque tous les quartiers, vous voyez ça. C'est l'état de la ville de notre pays. Et nous sommes dans un marché, hein, un grand marché comme celui de Tortilles. Il y a des responsables. Il y a des gens qui sont dans ce quartier. Il y a une municipalité. Et dans tous les marchés, c'est comme ça. Tu vas à Corée-Siwa, c'est pareil. Tu vas, je ne sais pas, à Sigame, à Daolato, je vous ai monté des images, c'est pareil. Tu vas à Didogome, c'est pareil. Un peu partout dans les marchés de Lomé. C'est comme ça que les ordures s'entassent. Et les gens viennent acheter dans ça, préparer dans ça, manger dans ça. À côté, il y a des petits gargotes là, qui sont comme des restaurants où les gens viennent manger du con. Les gens viennent manger du veille. Les gens viennent manger à Koumé avec à Demedessi. C'est ça Lomé, hein. Nous sommes au cœur de la ville, hein. Le cadre de vie des Togolais. Nous qui mais à béton, les côtoyés, Kokolita, à béton, Kokolio, les TPLK, à Momalédo, Omawa Vessio, Omakou. Pourquoi? Pourquoi les gens ne vont pas mourir jeunes? Pourquoi les gens ne vont pas faire des crises quand ils vivent avec les ordures? Et dans ce marché-là, vous avez des femmes, des barons qui vendent là-dedans. Vous avez des autorités qui ont leurs femmes qui vendent dans ce marché-là. Et il y en a à Hancock aussi. Oui, il y en a partout. Abattoir, tout ça. Partout, c'est des ordures. Ça, c'est Lomé. C'est des ordures partout. Regardez les rues. Ça, c'est les rues que vous avez à Lomé. La plupart, comme ils ont refusé de bitumer les rues dans les quartiers, c'est comme ça que vous trouvez les rues de Lomé. La plupart des rues sont sales comme ça, avec des trous un peu partout. Le choléra. C'est comme, depuis l'indépendance, le Togo n'a pas bougé, quoi. Le temps s'est arrêté au Togo. À Guezongo, c'est pareil. Partout, il y a les ordures. Baguida, Bougan, tout ça. Togo et qu'est-ce qui fait la fierté d'un Togolais d'avoir ça? Et on est fier de quoi en regardant des choses comme ça? Sauf des gens qui sont des agricoles, qui sont arrivés dans une ville directement venant du village et qui n'ont jamais vu une rue quand ils étaient au village. C'est eux qui peuvent dire que ça va. Nyakpo Agbalpedomé Gara, la plus grande gare routière du Togo. La plus grande gare routière du Togo. Voilà. Visite guidée. Station de gare routière d'Agbalpedo. Gare Antoine Entré, la plus grande gare routière à Bomleo. Gare routière d'Agbalpedo. À Jaco le fia, autant péage au le front, autant qu'on avait changé. Donc, on péage la fille à mon péage de la Bodi. Voilà la gare routière d'Agbalpedo. Il faut pas me ne dit Jafia, Baba de Bénin. Et pour Nadi, à mon date, il doit la fille à mon limite, à péter mes sortes d'arbés. Les gens font n'importe quoi. Les gens pissent partout. Les gens défèquent dans les petits sachets. Ils jettent partout. Il n'y a pas. Ça dit, c'est d'une saleté pas possible. C'est ça. Vous voyez comment c'est ça? Il y a les poules qui se promènent. Il y a les moutons qui se promènent. C'est la gare routière. Hein? C'est la plus grande gare routière du Togo. Il y a un ministère des Transports au Togo.
C'est la plus grande gare routière au Togo. Hein. Et là, Balepédo, ils se sont même pas foutus de dire, bon, on va bitumer l'intérieur, on va l'aménager, on va l'assainir, on va créer des bâtiments avec un système de numérotage et on va fabriquer des boutiques modèles pour que tous ceux qui viennent à la gare, en partant de la gare, on suit ceux qui partent à la gare. Nous sommes à Balepédo, 2 km de la présidence. Hein. 2 ou 3 km de la présidence du PC et du PR, puisque les deux sont dans le même bâtiment. Votre PC, votre PR, ils sont dans le même bâtiment. Donc, cette gare est à 2 ou 3 km de la présidence. Mais pas me pourrir là. Mais pas me pourrir. On a tiqué les filles, on a les filles. Mais pourquoi pas là? Regardez. C'est la plus grande gare du Togo. Hein. Il n'existe plus d'autres gares au Togo. Hein. C'est à Balepédo. Regardez. Regardez. Et quand je dis que Lomé est sale, on me dit non, que j'exagère. C'est la gare routière d'Agbalepédo. Mais au Djolé, Niger, alors au Djolé, bon, disons que tu quittes d'abord Kara, tout ça, tu sapes bien. Hein, tu mets ta dernière robe, ton dernier pantalon, tu mets vraiment ta dernière tenue, tu mets tes lunettes, tu dis bon, j'arrive à Lomé. Et quand on vient, tu descendre à Lomé, à la gare routière, c'est dans ça que tu descends, immédiatement, dans les ordures. Voilà le seul truc qui sert de bâtiment. Nous, on ne pas le fou, qui est pour dire que et Jakara qui est dit bâtiment principal là. Il y a à Monona. Ils m'ont dit allez dire les Jafouno Benabéouan. C'est ça. Hein? Et vous avez des gens qui gouvernent ce pays et qui disent que ce pays est en train de se moderniser. Gare routière, et quand on parle, on dit ah, oui, on exagère. C'est ça. Regardez la gare routière. Regardez vous-même. Regardez les saletés. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Regardez tout ça. C'est-à-dire que ce pays, tu ne peux pas comprendre ce qui nous arrive, quoi. Togo, nous sommes au Togo, hein, en pleine ville. L'unique gare routière que le Togo possède. Et à chaque année, ou chaque 2 ans, quand on forme un gouvernement, on crée un ministère des Transports. Quel est le rôle du ministère des Transports? Quelle est la responsabilité du ministère des Transports? Quelles sont ses prérogatives? Venez, Yovo, Bassam, Gardez, on a dit la Founaloa, on a fini. Si les partenaires financiers leur donnent 10 milliards, 5 milliards pour créer une gare moderne tout de suite, ils vont détourner l'argent. C'est ça le Togo. Malheureusement, on est dans ça. Et les gens trouvent que c'est une bonne chose. Et personne ne trouve à dire. Et vous avez des dirigeants qui sont là et qui sont comme... Ils font comme s'ils vivent dans des porcheries. À mon boss, au de l'eau. Il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement que vous voyez au Togo là. 80% des ministres ont fait l'Europe, hein, ou les États-Unis. Peut-être même 90%. 80%, je pense que c'est 90% des ministres qui sont dans ce gouvernement-là, qui est au Togo là-bas, ont fait l'Europe, hein, ou les États-Unis. Ils savent ce qu'on appelle une gare routière en Europe. Ils savent ce qu'on appelle des centres commerciaux en Europe. Mais quand on les baffions sur le corps, mais ça crée des problèmes. Si la ville était suffisamment aménagée et il y avait des centres commerciaux, ce sont les centres commerciaux qui devaient abriter les commerçants en dehors des marchés que nous connaissons, des marchés ordinaires. Dans chaque commune, il y a au moins un centre commercial où on contraint tout le monde à rester là-bas. Et ça éviterait que des gens aillent occuper l'espace public qui appartient à l'État et qu'on vienne les dégager avec des pleurs. Dans les communes, des centres commerciaux, on trouve des espaces, on crée des centres commerciaux et tout le monde va vendre là-bas. Les gens ne peuvent pas vendre à tous les coins de la rue dans une capitale. Et bien, quand je vois en 80, combien, je ne sais pas qui avait dit, mais Lomé ne peut pas être un marché sans fin, un marché continu. Les gens l'ont insulté, mais il avait dit la vérité. On ne peut pas arriver dans une capitale et qu'on voit des conteneurs partout, hein, sur les rues, dans les rues, partout, il y a des conteneurs partout. Non, dans une capitale qui est organisée, il y a des centres commerciaux. Si tu veux aller acheter des trucs, tu vas dans un centre commercial. Tout le monde est contraint à aller vendre là-bas. On loue les boutiques aux gens là-bas. Et puis il y a les marchés ordinaires. Donc, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez aucune politique, les gens sont obligés d'aller occuper la plage. Les gens sont obligés d'aller occuper les espaces vides qui sont du côté de la lagune, on vient les casser. C'est de la responsabilité de l'État de créer les conditions pour que les populations puissent avoir des infrastructures. Mais si l'État ne le fait pas, les gens prennent d'assaut les espaces qui sont libres. Mais il y a des espaces qui sont libres. Bon, on dit que c'est un espace public, mais le gars va l'occuper en attendant. Après, vous venez les casser. C'est incroyable. Donc, le peu de gars routière, mais vous allez voir ce que les autres font. Les autres,
Vous allez voir les gens qui ont une vision de leur pays, ce qu'ils font. Et vous avez les partisans du régime, ils se lèvent chaque matin, ils insultent les autres pays voisins. Mais vous allez voir ce que les autres font. On va voir comment Macky Sall a créé le BRT au Sénégal. Il a créé après le TER. On va voir les vidéos. Le BRT et le TER. On va voir les vidéos. Ça, c'est le BRT. Pour ceux qui sont à Dakar. Avec un système de maintenance des bus. Donc, il y a toute la chaîne. L'entretien des bus, le système de maintenance, ça, c'est le BRT de Dakar. Il n'y a pas bus en toi. Il n'y a pas bus en toi. Voilà. Ça, c'est le BRT de Dakar avec des gares, des arrêts et tout, et tout, et tout, et tout. Que ça, ce sont les œuvres de Macky Sall qu'il a laissé derrière lui en partant. Ford a signé 21 ans. Commis, rien du tout. Il est toujours en l'air. Donc, ça c'est le centre même de maintenance de ces bus-là, où on entretient les bus, et quand vous arrivez à Dakar, vous avez, maintenant, vous allez voir le TER. Comment on a le train qui circule, on a accès au train, et comme on le voit en Europe, aux États-Unis. Ça c'est le TER de Dakar. On est au Sénégal, hein. Le TER de Dakar, ça c'est la gare. Vous voyez? Nous sommes à Dakar. Vous voyez la gare du train, et ça ce sont les quais. Hein? Vous y rentrez avec vos passes, vous badgez, et voilà comment les trains sont confortables. Ça c'est Dakar. Et ça c'est une vision d'un homme politique qui a eu à gérer ce pays, qui a fait ça. Vous voyez? Ça nous sommes à Dakar. Et voilà ce qui se passe. Celui qui dit que je le vois, je le vois rien, vous le répétez trop, allez sur YouTube, si vous continuez on vous bloque, parce que ça change un peu le truc. Allez sur YouTube, vous allez voir les images. Nous sommes à Dakar. Vous voyez? Tout est réglo, tout est aménagé, tout est propre. Et on sent que c'est des gens civilisés qui gèrent ce pays, qui ont gouverné ce pays. C'est des gens propres, c'est des gens qui ont de la vision, qui gouvernent ce pays. Ça c'est Dakar. Ouais, les trains sont modernes, vraiment modernes. Le Ghana fait pareil, le Bénin va faire bientôt, parce que c'était dans le programme de Patrice Talon avant de partir. Le Bénin va faire bientôt, il va moderniser ces trucs bientôt. Et figurez-vous que il y a 90% des jeunes au Togo qui ne sont jamais montés dans un train. Mais il y a des jeunes au Togo, 90%, sinon même 99%. Homme d'opi par mes pauvres. Ils ne sont jamais rentrés dans un train. Nous, on avait la chance, on avait la chance d'avoir le train à l'époque. On prenait pour le lac Malimé, un peu partout. On sait comment le train fonctionnait, même si ce n'était pas des trains confortables. Mais aujourd'hui, vous avez 90% des jeunes au Togo qui ne savent pas ce qu'on appelle le train. Ils ne sont jamais montés dans un train. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne sont jamais montés dans un train. Comment un train fonctionne, comment un train bouge, le plaisir de monter dans un train, d'apprécier la nature, de voyager, de regarder la nature. On ne peut pas. Est-ce que selon vous, les jeunes Togolais n'ont pas le droit de monter dans un train, de prendre un train de Lomé à Saint-Cassé, un train de Lomé à Anéron, un train de Lomé à Palimé, en montant vers la Kosso, tout ça? Est-ce que les jeunes Togolais n'ont pas le droit d'avoir un moyen de transport? C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens de transport dans le monde. Il y a l'avion. Déjà, il y a 80% des Togolais qui ne sont pas montés dans un avion, 80 ou un peu plus. Il y a le bateau. Il y a 98,99% des Togolais qui ne sont jamais montés sur le bateau. Et il y a le train. Même le train. 99% des Togolais ne sont jamais montés dans un train. Maintenant, il nous reste quoi? Les voitures félatées, plus les émigrants et les vélos. C'est la seule chose que nous on connaît au Togo. De tous les moyens de transport qu'il y a dans le monde, le Togo, il ne nous reste que les taxis, les tricycles, comment vous les appelez, Nyonyobi, c'est ça? Les tricycles qui sont à Lomé, je ne sais pas quoi, les voitures de 1970 de Sotran, les émigrants, et puis les vélos. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, vous reculez. Vous reculez. Ça dit que le monde est en train de changer et vous retournez dans le passé. À cause de vos dirigeants, ils ne sont pas capables de vous faire vivre le développement, ce que les autres profitent ailleurs. Et vous avez des gens qui sont dans la diaspora, qui soutiennent un régime comme ça, mais qui sont tout le temps à prendre les trains, à prendre les métros dans les pays où ils sont. Mais quand ils vont au Togo, ils trouvent que c'est normal que ça peut rester comme ça. Si ce n'est pas des sorciers, Agbetok et Baranya, Zetoa, et
Et pour la nuit, voir, et bien on vient profiter de la nuit. N'est-ce pas le cas? On a pas nous les bandits. On a profité de la nuit, la nous pouvons jouer. Va nous voir pour jouer, mais abo, mais t'as tiré la toga dans les là. Mais fitu moi quoi, sounawe, mais tout content, on me dit un peu beau. Mais c'est bien. Ça c'est les Togolais ça. C'est des esprits arriérés. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer, que le TER crée à Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créé en mettant le TER de Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créé. Vous imaginez un peu le nombre d'emplois qu'on peut créer au Togo en réhabilitant les rails et en les faisant fonctionner normalement de Lomé jusqu'à Dakar, en comptant toutes les gares. Il y aura des chefs de gare, il y aura des techniciens, il y aura des conducteurs de train, les ticketiers, tout ça. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer dans un pays où le chômage est au top. Et quand Madame Marguerite Nyakade vous dit que fort, il est limité. État, ça veut dire Amia, État, on dit que vous refusez de comprendre. C'est elle qui le connaît mieux que nous tous. Quand elle vous dit que ce monsieur-là, que je connais, comme mon slip, avec qui je dors dans le même lit, c'est un incapable. Il ne va rien faire de plus qu'il a déjà fait. Donc chaque jour que lui, il passe à la tête de ce pays, c'est une perte pour le pays. Vous ne comprenez pas. Vous avez les cailloux dans les oreilles. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que quand il y a eu les inondations, on ne les a pas vus. Mais après les inondations, ils sont partis distribuer ça. Technique. Voilà. Voilà dans quoi nous excellons. Lorsqu'il y a eu les inondations ici, personne n'a vu Faure Gnassingbé. Même plusieurs ministres, personne ne les a vus, à part le ministre de la Sécurité qui est allé du côté de l'ambassade des États-Unis où il y a un arbre qui est tombé. C'est là-bas on l'a vu. Dans les autres quartiers, personne ne les a vus. Maintenant, 2 mois après les inondations, pour calmer les critiques qui se sont abattues sur eux, ils sont allés demander de l'argent aux partenaires. Il faut montrer la fiche, parce que c'est les partenaires qui leur ont donné l'argent. Ils sont allés prendre l'argent chez l'AFD, le CRS, je pense que c'est un truc de l'ONU, le Plat Togo et tout ça. C'est les gens, ils sont partis chercher l'argent. On va regarder, au TV2, si vous voulez qu'on les confise, on va regarder les partenaires au bon. Et aussi, c'est quoi? On va zipper les top, si bébé, on y frit la pénélé. Ça dit, c'est une question d'inondation, hein. Au lieu d'aller remettre ce qu'ils ont là aux gens directement, ils ont trouvé un business, ils ont donné des marchés aux gens, parce que ce sont leurs proches. Donc, ils ont dit, bon, il y a un peu d'argent qui est rentré dans les cagnottes, il faut qu'on donne un peu de marché à nos copines. Donc, ils ont donné des marchés aux gens, il y a quelqu'un qui a mis les bâches, quelqu'un qui a mis les sièges décorés, quelqu'un qui a mis les tampons. Donc, ils ont budgétisé tout ça. Ils sont assis comme s'ils étaient partis à une séance de remise de diplôme. Mais quoi, comme un agné, mais quoi le cas, c'est qu'on est propre. On est inondé, on a son moi, c'est le cas, on va s'y payer au cérémonial. Donc, avec les wasipé, avec les déroulés tapis vers un couteau, et tu as des marchés québécois, et Sophie Fiola, ils ont utilisé 20 millions de fonds pour faire ça, tampons, sièges décorés, tout ça. Tout ça, c'est leurs proches. Donc, pendant les inondations, personne ne les a vus avec les bottes et tout ça au secours des populations qui sont dans les quartiers. Alors, je vous parle, il y a encore des gens qui sont dans certains quartiers, les pieds dans l'eau. Alors, l'ingénieuse idée qu'ils ont trouvée, c'est d'aller dans les quartiers que le gouvernement a débloqué 1,4 milliard pour voler au secours des populations inondées. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent aux gens? On va regarder. Donc, on va donc à Balé. Libanais, alors, Gambiere, on a Balé. Et nous, un port, mais il va filer le fou. Il a une usine de fabrication de nattes là, c'est un Gambien. J'oublie un peu son nom. Il m'a traité ses ouvriers, ils étaient venus me voir là. Et il y a un Gambien multimillionnaire ou milliardaire là qui a une usine de fabrication Sofonate, ouais, un truc comme ça. Ou bien Top Sao. Bon, ils sont allés acheter ça. C'est eux-mêmes qui sont cachés derrière ces gens-là. Donc, ils sont allés acheter des nattes. On va là-bas. Et si là, bon, les gens sont dans l'eau. Ça dit, les gens sont dans l'eau. Ils ne savent pas où dormir. Donc, ils viennent, ils donnent des nattes aux gens. Ils donnent des seaux d'eau aux gens et ils donnent 8 000 francs. Natte. Je ne sais pas où est-ce que la personne va dormir avec la natte. Si elle va dormir sur le toit d'une maison avec la natte, ou si elle va mettre la natte sur l'eau, ils donnent les nattes, ils donnent les seaux d'eau. Je ne sais pas ce que les gens vont faire avec les seaux d'eau, s'ils vont aller évacuer l'eau dans leur maison avec les seaux d'eau. Ils donnent 8 000 francs. Mais pas c'est-à-dire ils sont bloqués mentalement. Ils sont bloqués, c'est-à-dire ils sont verrouillés mentalement. Ils ne savent plus quoi faire. Et donc, les 1,4 milliard qu'ils ont là, ils auraient pu assainir une rue,
construire un gymnase pour héberger les gens, réhabiliter un lycée, un centre de santé qui a été inondé dans un quartier. Au Ghana, au Bénin et dans les autres pays où il y a eu les inondations. Actuellement, les dirigeants sont en train de faire les grands travaux d'assainissement. On le coupe Takangao, on le coupe Egouo, on le do Goudron, pour que la saison prochaine, il y a moins d'inondations. Donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller acheter des nattes. Si tu es dans l'eau, ta maison est inondée, on te donne une natte. Tu fais quoi avec? Je suis dans l'eau. J'ai les pieds dans l'eau. On me donne une natte. Je fais quoi avec? Raisonnement simple. Je suis dans l'eau. Et c'est le cas de beaucoup de Togolais. Les gens ont les pieds dans l'eau. On vient leur donner des nattes. Ils font quoi avec la natte? Un tapis volant. C'est un tapis volant. On me donne une natte. Je fais quoi avec ça? Je suis dans l'eau. On vient me donner un seau d'eau. Un seau d'eau. Je fais quoi avec ça? Mais quand vous allez demander demain, quand on fasse les comptes de l'argent qu'ils ont utilisé, ils vont vous dire que le seau d'eau là, donc quand ils vont voir qu'il n'est pas, non, c'est 800 francs, là, on va 2500 l'unité. Donc quand ils vont voir qu'il n'est pas, non, c'est 800 francs, on a budgétisé 2500. Donc si le mec, il a acheté 1000 seaux, vous voyez la surfacturation combien il gagne. À Bawa qu'il n'est pas, non, c'est 1000 francs, on l'a budgétisé à bas de 3000. C'est-à-dire que c'est des circuits de corruption, de détournement de l'argent. Il y a une couleur, et il faut du cinéma pour jouer sur la psychologie des populations, pensant que les gens à qui ils vont donner ces choses-là sont des idiots. Mais quel on a nous en 2026? Fort Antoine, il est où? Fort Yassimbe là, qui envoie ces gars-là, lui-même il est où? Lui-même il est où? N'est-ce pas, il a prêté serment de défendre les Togolais dans toutes les situations? Il est où? Il est où? Et c'est ça qu'on appelle gouverner un pays, c'est ça qu'ils appellent la gouvernance. Mibio ame ke nyana nu ame ke isukuru nyana nu même non ba isukuru chawa o nyana nu abi abi ale ni mule baba me mule sime ye edija esile ahoina ye mule sime no va so abana mare fie mule jambro kwa ba question tag je suis dans l'eau, toute ma maison est dans l'eau, on vient m'offrir une natte, je fais quoi avec? Question tag. C'est une question simple. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Et d'accord, mais ok, soit les machines, on y cache, on pulvérise, et moi, c'est d'hygiène, on aurait pu comprendre. Je fais quoi avec les nattes? Donc l'année prochaine, quand il y aura encore les inondations, vous leur donnerez des nattes. Bon courage. On termine avec le dernier sujet. C'est les boissons énergisantes. Ouais, il semble que... Avant que je ne termine... Non, il y a encore deux autres sujets. Avant que je ne termine, il semble que par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO, là, les gars du NIR, là, ils sont tellement embêtés qu'ils envisageraient, je parle au conditionnel, ils envisageraient une marche de soutien pour soutenir le PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International, qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait. Et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises, au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Tu vois, c'était en 99. Il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors il prend la route et il arrive par la Plaou. Et à l'époque, le général Marcel Akawi Sidinwala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus, et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit, Pierre Sané, retourne chez toi, tu ne mettras pas pied au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça.
qui se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouattara était quand même un Saint-Cyr à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pétrolière-là à la frontière. Il criait, général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. À ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage, je ne sais plus si c'était quel reporter de RFI là, un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adjuvait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure, bon ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques et tes claques, que tu t'en vas. Ils vont organiser, oui, Jean-Karim Fall, merci, c'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant, très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire, à part la France, à part la CEDEAO. Parce que ces gens qui hier étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui essaient de leur dire la vérité. Donc ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue. J'ai parlé de l'insalubrité. Excusez-moi, hein, mes sujets, je les note. Et puis après, le développement vient de lui-même. Inondation, c'est bon. Voilà. On va aller au ministère de l'Éducation avec notre fameux ministre Omorou, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, c'est lui. On a l'impression que... c'est une impression, que le Togo, à part le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, tous les autres secteurs sont à l'abandon et que personne ne dit rien. Généralement, on peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Sauf l'éducation. On peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Et l'éducation, c'est le domaine où on ne prend pas les décisions sur des coups de tête, sur les humeurs, sur les considérations, je ne sais pas, particulières. Parce qu'on a besoin de stabilité dans l'éducation, pour ne pas dérouter les élèves, pour ne pas amener les élèves à être mélangés dans ce qu'ils sont en train de faire. Au Togo, dès qu'un ministre de l'éducation part, son successeur remet en cause ce qui a été fait. On était ici tranquillement, quand le ministre d'alors, Kokoroko, a fait ses réformes à lui. Et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validé par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre lever faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves. À la manière dont ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congés, jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congés. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible. Et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'Éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques. 100 classes. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. Ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a à Néron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel
de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a le matériel de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique dans le lycée ordinaire, dans quelle classe tu les loges? Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein. C'est un entrepreneur, il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on construit la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que, à tomber sous les voici, on va déjà regarder les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais, vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalepédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalepédo, qui vient peut-être le lycée de 2 février, est abandonné. Voilà le panneau où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2, un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à Yotumalo, lycée de 2 février, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Malo, remets-le, vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée de 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Le lycée de Tokoin, image au milieu, à côté du camp hérité. Il faut passer là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, image au milieu. Et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller moderniser tous ces lycées-là en dehors des collèges confessionnels et des établissements privés. Les collèges confessionnels qui sont propres. Saint-Joseph, Togoville ne fonctionne plus. Saint-Albert à Atakpamé, les protestants, que ce soit Lomé à Atakpamé, Atakpamé et Saint-Albert, NDA, Kara, Chaminade, NDE, je pense. Dapaon, il doit y avoir aussi un truc là-bas dont je ne connais pas le nom. Quand vous allez dans ces lycées-là, ces collèges créés par les églises, ce sont des établissements qui sont propres. Les salles de classe sont propres. Le cadre de travail est propre. Mais quand vous venez dans les lycées publics, c'est comme des poubelles. NDE de Dapaon, merci de me rappeler ça. C'est Atanas de Dapaon, merci aussi. Au moins, il a surtout les établissements publics. Et donc, le ministre là, il est le fondateur de Sigma, qui est au carrefour de Togossé, l'ancien siège de Togossé là-bas. Là. C'est lui le fondateur du groupe scientifique Sigma. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et il prend des décisions
en faveur de son collège. Il a pris récemment une décision. On peut regarder la décision voilà cette décision qu'il a pris pour son truc. Un instant.